matin de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2015, le président de l'institution a dans son discours condamné les événements du 17, 18 et 19 janvier dernier, précieux dans ce journal. Des boutiques en construction, d'autres au stade de finition, voilà l'état dans lequel végète la ceinture verte qui subit de plus en plus de morcellement. À suivre dans ce journal le constat de nos reporters. L'insalubrité à Niamey gagne de plus en plus du terrain, une situation qui trouble la quiétude des populations de notre capitale Niamey. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité au groupe de presse Dunia TV. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à Bouza, dans la région de Tawa, au lancement des travaux de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keita-Tamaské, une route longue de 140 km et financée par la Banque Ouest africaine de développement pour un coût global de 12 milliards de nos francs avec un délai d'exécution de 20 mois. Elle facilitera ainsi le transport des personnes et leurs biens. Les travaux seront réalisés par la société nigériane CGC Nigeria Limited. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Je le disais tantôt dans les titres, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2015. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session et c'est le président de la dite institution qui a ouvert les travaux en présence des membres du gouvernement. Youssouf Omar Issa Hassan pour le compte rendu. Après l'appel nominal de ses membres, le Conseil économique, social et culturel, CESOC, ouvre sa première session ordinaire au titre de l'année 2015. Le président de cette institution décline l'ordre du jour de la dite session. Pourquoi le Niger n'était-il pas davantage de l'ensoleillement continu et intense que lui procure sa position géographique? Comment les techniques éprouvées de recours à l'énergie solaire ne profitent-elles pas à un pays comme le nôtre qui, par le passé, figure parmi les précurseurs et était même un des leaders africains dans le domaine? Appelle d'autres sujets aussi pertinents qu'appropriés pour un développement rural accéléré et soutenu sont également inscrites à l'agenda de la session les thématiques sur la politique et les stratégies du gouvernement en matière de formation professionnelle, sur la jeunesse, l'emploi et les stages pour les jeunes diplômés. Le CESOC n'est pas resté indifférent suite aux événements tragiques du 16, 17 et 18 janvier 2015 survenus lors des manifestations anti-Charlie. Je voudrais, du haut de cette tribune et au nom de notre institution, en appeler encore une fois à la cohésion sociale, à la tolérance, au pardon sincère et à la défense de notre communauté de destin. Vous appréhendez aisément que cette invite s'explique par les regrettables événements qu'a connus notre chère patrie voilà 2 semaines. C'est pourquoi le CESOC, par ma voix, exprime sa vive réprobation des actes de profanation des lieux de culte et de destruction d'édifices publics et privés, dont des centres culturels. Le CESOC, de par sa mission d'assemblée consultative, formule des recommandations à l'exécutif comme au Parlement au cours de ces assises qui durent en principe 2 semaines. Le morcellement de la ceinture verte est un sujet toujours d'actualité. Des boutiques sont en construction, d'autres sont déjà au stade de finition. C'est donc dans cet état que végète la ceinture verte. Le constat dans ce reportage signé Bimasebou et Sambouzama.
Poumon vert de la ville de Niamey, la ceinture verte qui est censée protéger la ville de Niamey contre les intempéries fait face aujourd'hui à une véritable menace, celle du morcellement. Un tour dans cette ceinture verte suffit pour s'en rendre compte. En effet, nombreux sont les chantiers en construction, d'autres sont déjà au stade de finition qui poussent comme des champignons dans cet espace dit classé et protégé. Conscients de cet état de fait, les autorités municipales de la ville de Niamey, de concert avec le gouvernement, ont pris des décisions interdisant le morcellement de la ceinture verte effectué par certains lotisseurs privés. Il y a certains espaces qui n'ont pas pu échapper, en tout cas à l'appétit foncier. C'est le cas un peu de l'espace qui est situé qui est contigu à la cité des députés, qui ont fait l'objet d'arrêtés du ministre de l'Urbanisme, et de certaines parties qui sont situées vers Kouarkano, où effectivement des actes ont été posés dans la ceinture verte. Cependant, en tout cas, le comité qui a été mis en place et qui est en train de réfléchir sur le devenir de la ceinture verte reste vigilant, et en tout cas toutes ces parties-là dont je vous ai indiqué demeurent des espaces sous surveillance. Le président du RSV Nima, expliquant l'utilité de cet espace vert, interpelle les autorités à user de tous les moyens légaux afin de préserver ce bien public. Cette situation doit interpeller d'abord les dirigeants, parce que c'est eux-mêmes qui ont déclaré cette ceinture verte d'utilité publique. Cela fait à peine 3 ans, et qu'aujourd'hui, des lotisseurs privés se permettent de continuer à lotir la ceinture verte. Nous interpellons donc les autorités au plus haut niveau, parce que c'est eux, ce sont ces autorités qui sont chargées de protéger l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers et des spéculateurs fonciers. Nous ne comprenons pas aujourd'hui que des pays comme le Burkina Faso fassent beaucoup d'efforts pour protéger les espaces verts qui se trouvent dans la ville de Ouagadougou, et qu'ils les aménagent, et que nous au Niger, nous qui avions créé la ceinture verte depuis les années 60, que nous ne soyons pas capables de le faire. Plusieurs menaces pèsent sur la ceinture verte, qui joue pourtant un rôle vital dans la préservation de l'environnement. En plus des habitations humaines, l'on remarque la présence de dépotoirs sauvages. Faut-il le rappeler, le décret 2011 déclare la ceinture verte comme espace d'utilité publique. Les autorités compétentes doivent donc s'atteler à la sauvegarde et à la valorisation de cet espace. Alors, messieurs, dames, vous l'avez sans doute compris, nous avons une invitée sur ce plateau. Il s'agit de Dr Dile Isimoura. Elle est cancérologue à l'hôpital national de Niamey. Elle est également la présidente de l'ONG SOS Cancer. Alors, sachez également qu'aujourd'hui, 4 février, est célébrée à travers le monde la journée de lutte contre le cancer. Madame Dile, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG SOS Cancer. Présentez-nous votre ONG. L'ONG SOS Cancer est une ONG qui a vu le jour en mars 2012 du fait d'un constat. Et dans le monde entier, particulièrement au Niger, le cancer est en train de devenir un fléau, un problème de santé publique. Il attaque de plus en plus les sujets jeunes, les femmes surtout. Et on s'est dit que non, on ne peut pas se développer quand le cancer tue les plus jeunes de ce pays, les jeunes, la force de cette nation. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. On a décidé de créer cette ONG. Alors, madame, faites-nous une situation de cette maladie dans notre pays. Le cancer, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Comme vous le savez, chaque année, dans le monde entier, des activités sont faites pour montrer que cette maladie est une maladie de plus en plus grave et qui attaque de plus en plus de personnes. Donc, pour quelques exemples, parce que je vous dis un peu, en 2012, il y avait plus de 8 millions de décès dus au cancer et 65% de ces décès étaient dans les pays en voie de développement, dont le Niger. Donc, vous voyez que c'est un problème très grave. Et
32 millions de personnes vivaient avec cette maladie. Et en 2030, la projection montre qu'il y aura le double de décès et plus du double qui seront dans les pays en voie de développement. Au Niger, on n'échappe pas à cette règle. On est un pays en voie de développement et exactement, le cancer fait des ravages. Le cancer du sein particulièrement tue les femmes jeunes et on a de plus en plus des centaines de cas chaque année de cancer du sein et le traitement qui est de plus en plus difficile, de plus en plus inaccessible. Suit le cancer du col, donc tout sexe confondu, c'est le cancer du sein qui est en premier au Niger, puis le cancer du col de l'utérus et enfin le cancer du foie. Vous voyez que c'est sur ces trois cancers qui sont les plus fréquents, les deux qui sont évitables. Parce que le cancer du col de l'utérus est un cancer évitable par le dépistage. Le cancer du foie est un cancer évitable également dans la majorité des cas parce qu'il est dû à un virus également qui se prévient quand on fait la vaccination à l'enfant dès qu'il est petit, dès la naissance. Donc la situation au Niger elle est de plus en plus grave parce que le cancer, nombre de cas de cancer augmente. Nous le voyons dans les centres de santé parce que nous sommes des praticiens. Et le traitement est cher, c'est la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie que nous n'avons pas encore au Niger. Donc l'évacuation sanitaire coûte de plus en plus cher, ce qui fait que la situation du cancer au Niger elle est vraiment triste. Alors comment se manifeste le cancer? Le cancer, il faut comprendre que c'est une maladie de la cellule. Donc vous savez que le corps humain est constitué de milliards de cellules. Un jour, une seule cellule échappe au contrôle au mécanisme de contrôle. Parce que le corps, c'est comme on dit, Dieu l'a fait, c'est un organe pratiquement parfait. Et un beau jour, une seule cellule échappe au contrôle. Et elle se développe toute seule à son propre compte. C'est comme une rébellion que la cellule fait. Et elle se multiplie de manière désordonnée, entraînant ce qu'on appelle une tumeur. C'est la boule qu'on voit dans le cancer. Et cette tumeur peut se retrouver au niveau de n'importe quel organe, depuis le cheveu jusqu'au pied, jusqu'à la peau. Tous les organes sont concernés par le cancer. Alors, madame, vous avez donné une situation de cette maladie dans notre pays. Votre ONG SOS Cancer a fait quoi dans le cadre de cette lutte contre la maladie? Et, je voulais dire également que le cancer, c'est vrai qu'il touche tous les organes. Mais le pire, c'est qu'il ne s'arrête pas à un organe. Il avance, il donne des tentacules dans les autres organes. C'est ça qui fait la gravité de la maladie. Et donc, l'ONG SOS Cancer a fait, depuis sa création, plusieurs actions pour lutter contre cette maladie. Parce qu'une maladie, quand on ne la connaît pas, comment on peut lutter contre un ennemi? Nous avons commencé par la sensibilisation. La sensibilisation de la population. Nous avons fait des spots audio en langue nationale pour que les gens comprennent ce que c'est que le cancer, pour que les gens connaissent les signes du cancer. Parce qu'on connaît les signes du cancer et on vient consulter. C'est ce qui a fait que nous avons observé des résultats parce que les gens sont venus consulter de plus en plus. Et nous avons également fait une permanence en face de la nouvelle cité à Emak, où les gens peuvent venir se renseigner. C'est un centre de documentation, c'est également un centre d'écoute, parce que nous avons un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler pour avoir des renseignements sur le cancer, ce qu'ils n'avaient pas avant. Nous avons également fait des campagnes de dépistage, et de sensibilisation du cancer du sein. En 2 ans, nous avons dépisté près de 3000 femmes gratuitement. Et nous ne sommes pas arrêtés à ça. Quand nous les dépistons, de lésions précancéreuses. Parce que par exemple, le cancer du col de l'utérus, il faut savoir que c'est un cancer qui peut mettre 15 ans à partir d'une lésion précancéreuse avant de devenir un cancer. Donc vous voyez qu'on peut l'éviter. Donc nous avons dépisté ces femmes et nous leur avons fait le traitement gratuitement. Donc ces femmes-là, elles seront guéries et elles ne feront pas ce cancer. Nous avons également fait des émissions télévisées qui ont permis d'avoir, avec notre principal partenaire qui est Dounia, nous avons fait des émissions télévisées qui ont permis de sensibiliser également. Nous avons également offert, à l'aide de certaines pharmacies, des cures de chimiothérapie qui sont très chères. Nous les avons offertes à une vingtaine de patients, ce qui leur a permis de faire le traitement en toute sérénité. Nous avons vraiment réalisé beaucoup de choses et nous avons également décentralisé le dépistage. Parce que vous savez qu'il n'y a qu'à Niamey que le dépistage se fait. Nous sommes allés, à l'intérieur, au cœur du pays, pour apporter à ces femmes-là qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas les moyens de se déplacer vers Niamey, nous leur avons offert gratuitement nos services et nos conseils. Et nous avons fait ces dépliants-là de sensibilisation, vous voyez, où on explique aux femmes comment palper le sein. On leur explique. Également, on a fait plusieurs dépliants pour expliquer également aux femmes et aux hommes les signes du cancer. Alors, madame, une dernière question. Et comment on peut savoir qu'on est atteint du cancer du sein ou bien du col de l'utérus? Le cancer du sein, il faut que chaque femme, une fois par mois,
après les règles, elle touche elle-même son sein. Elle palpe avec des petits mouvements circulaires, tout le sein, et les deux seins, et les aisselles également, pour sentir une boule. Comme je vous ai dit, c'est une cellule qui se multiplie de manière anarchique et elle forme une boule. Donc chaque femme doit le faire une fois par mois. Et quand elle va sentir une boule, et elle se regarde devant le miroir également, quand elle va sentir que la peau du sein a changé, une petite modification, elle consulte un médecin. Même si elle ne sent rien, une fois par an, elle peut aller consulter un médecin. Parce qu'il va lui faire une mammographie à partir de 45 ans. La mammographie, elle est gratuite. Depuis la loi 2005, votée pour la gratuité des cancers, la mammographie, elle est gratuite. Donc, elle va aller dans ce centre, on lui fait une mammographie une fois par an à partir de 45 ans. Et on détecte une lésion, une anomalie, avant même qu'elle ne la sente. Et quoi qu'on dise le cancer du sein, même s'il est très meurtrier, quand il est découvert tôt, les chances de guérison sont énormes. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, c'est encore meilleur. Le cancer du col de l'utérus, on peut l'éviter. Parce que chaque femme, au moins 2 ou 3 fois dans sa vie, peut aller consulter au centre de santé de la reproduction à Poudrière et faire un test qui est simple, rapide et il est gratuit. Parce que l'État a pris ça en charge. Elle peut aller se faire dépister. Et on trouve une lésion précancéreuse, je viens de dire précancéreuse, c'est-à-dire qu'elle va mettre 10 ans, 15 ans à devenir un cancer. Quand on la détecte, on l'enlève et cette femme ne fera jamais de cancer. Vous voyez, ces 2 cancers sont des cancers qu'on peut. Mais également le cancer du foie. Le cancer du foie, vaccinez vos enfants. Le pentavalent, il est gratuit. Il y a le vaccin pour la petite B dedans. Et cet enfant ne fera pas un cancer du foie à l'âge de 20 ans, ce qui est dramatique. Vous voyez vraiment qu'il y a énormément de choses à faire pour le cancer. Mais nous lançons un appel également à l'État pour que le centre de santé de la reproduction ne soit pas qu'à Niamey. Toutes les femmes, tous les hommes sont égaux. Il faut qu'il y ait ce centre-là de dépistage dans toutes les régions. Il faut que le centre de radiothérapie, la radiothérapie coûte 4 à 5 millions de francs par personne à l'étranger, sans compter le transport. Il faut que ce centre-là soit ouvert au Niger. Il est là à côté de la maternité Gazobi. Ce centre va sauver des vies. C'est un cri du cœur que nous lançons à l'État. Alors, espérons que ce cri soit entendu. Docteur Dini Issimouha, vous êtes cancérologue à l'hôpital national de Niamey. Vous êtes également la présidente de l'ONG SOS Cancer. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Merci à vous. Et restez avec nous pour suivre la suite de ce journal. Refait surface dans la capitale du Niger. Une de nos équipes a fait le tour de certains quartiers. Voici le constat dans ce reportage signé Samira Maman-Garba et Sambozamo. Emprunter certaines routes à Niamey est devenu un calvaire pour cause des immondices qui jonchent les routes. Déchets plastiques, pneus usagés. À cela s'ajoutent les routes tortueuses parfois ensablées. Tel est le spectacle qui s'offre aux usagers de la route, une situation peu envieuse. Tout d'abord, je trouve cette situation pas normale. Dans le quartier, on est là, à chaque fois, la saleté, on ne peut même pas bien respirer. Quoi. Regardez, nous, notre passage, c'est juste derrière là, mais regardez comment sont les déchets. On ne peut même pas respirer, à plus forte raison, parler de propriété comme ça. Il faut préciser que Niamey, c'est vraiment la ville la plus simple de la sous-région. Niamey est une ville insalubre, décousue. Et c'est là, effectivement, les responsabilités sont partagées. D'abord, les collectivités ne jouent pas pleinement leur rôle, et aussi il y a un manque de civisme au niveau de la population. Alors, quand on prend en chiffre, Niamey aujourd'hui produit plus de 1200 tonnes de déchets par jour. Mais les collectivités n'ont que le moyen de faire décharger ou de faire enlever, de faire décharger moins de 200 tonnes par jour. Ce qui fait que nous vivons toujours avec 1000 tonnes de plus. Donc vous voyez la situation. Et aujourd'hui, je pense que la question de salubrité ou la question d'assainissement, ça doit interpeller tout le monde. La mairie, malgré quelques efforts, peine à rendre la capitale propre. Mais heureusement, la donne semble changer, notamment avec l'exécution du projet Niamey-Niala. Un projet ambitieux qui compte faire de notre capitale une ville coquette et moderne à l'image des autres capitales. C'est donc dans cette optique que la mairie a entrepris plusieurs actions. Nous avons pris des mesures pour prendre en main la question à travers déjà l'intervention de nos différentes équipes municipales et à travers également l'appui d'autres bonnes volontés, notamment le Conseil national de la jeunesse qui nous a appuyés et qui a pris l'engagement de nous accompagner de façon permanente chaque fois que besoin sera pour intervenir. Et également,
dans certains quartiers, en tout cas, les populations sont en train de se mobiliser pour procéder, en tout cas, à des actions de salubrité. Et nous avons assisté, il y a une semaine, à 10 jours, en tout cas, à l'action des habitants du quartier Lazaret. Et à l'heure actuelle, en tout cas, une mobilisation est observée au niveau du quartier Bouvière, où, en tout cas, la population compte mener des actions de salubrité. Et d'ailleurs, on a appuyé nos services à nettoyer déjà certains points névralgiques. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est l'action. Cette pensée n'a pas eu du mal à trouver une oreille attentive. En effet, certaines associations soucieuses du bien-être de la capitale ont fait de la question d'hygiène et d'assainissement leur cheval de bataille. Tout le temps, nous avons dit qu'il faut sortir du financement classique du développement, c'est-à-dire tout le temps, il faut tendre la main auprès de partenaires techniques et financiers pour assainir votre environnement. Nous avons dit non. Au niveau du REGIA, nous avons développé des stratégies et des petits projets de développement. C'est-à-dire, il s'agissait, à travers cette initiative, d'amener ou d'inciter les entreprises publiques et privées et autres bonnes volontés à participer au petit financement des projets de développement. C'est-à-dire, vous avez vu ce que nous faisons de temps en temps, tout le temps nous cotisons entre nous pour rendre Niamey belle. Mais nous avons dit qu'il faut aller aussi sensibiliser les partenaires techniques et les entreprises publiques et privées. C'est ce qui fut fait la semaine dernière. Vous avez vu, on a négocié avec la Sopamine, on a négocié avec la SPEN et la CAIMA, des petits fonds que nous avons mis à disposition de ces jeunes-là qui font de l'assainissement de leur quotidien. Et ça les a permis effectivement d'avoir un petit revenu, mais également de participer pleinement à ce qu'ils font comme tous les jours. L'insalubrité, il faut le souligner, trouble la quiétude des populations. Les déchets solides envahissent les rues dans certains quartiers, ce qui favorise la survenue de plusieurs maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra ou encore la méningite. Beaucoup se plaignent de la mauvaise gestion des ordures par la mairie qui manquerait à ses obligations. Les citoyens appellent la mairie à être plus régulière dans le ramassage des ordures et prendre ce problème à bras le cœur afin que tout puisse vivre dans un environnement agréable. Malgré les difficultés liées à la pratique de la culture de contre-saison, on remarque qu'elle évolue considérablement. C'est ce que nous rapporte en tout cas Murtala Zouberou dans ce reportage. Malgré les difficultés liées à la pratique de cette culture de contre-saison, on constate que la production des cultures de contre-saison évolue considérablement de nos jours, une activité génératrice de revenus pour les pratiquants. Aujourd'hui, les cultures de contre-saison, surtout pour les zones urbaines, parce que c'est là où le marché est encore, il y a beaucoup de potentialités, et les gens n'arrivent même pas à assurer véritablement le marché. Alors, donc, aujourd'hui, les cultures de contre-saison, c'est véritablement une réponse très appropriée pour des pays sahéliens comme le Niger. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit, avec les nouvelles technologies, c'est véritablement une activité très rentable. Ça crée d'abord l'emploi, parce que ça occupe les producteurs. Ça permet aussi de régler un problème de malnutrition, parce que dans le temps, les aliments que nous avons ont besoin aussi d'un complément nutritionnel. Un secteur confronté à de nombreuses difficultés. Les difficultés que nous rencontrons sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a la question foncière, parce que, bon, malheureusement, les bras valides que nous avons, certains bras valides n'ont même pas de terre, n'ont pas accès à des terres pour pouvoir cultiver. Vous connaissez le système foncier que nous avons. Dès que tu viens, tu commences à mettre en valeur. Dès que tu mets du fumier, dès que les gens voient que véritablement c'est un sol qui est fertilisé, tout de suite, bon, on vient, on te dit, bon, écoute, merci, on veut bien être avec toi, mais nous avons besoin, ou bien un parent est revenu, il a besoin aussi d'exploiter. Donc, on te demande de partir. Ça, c'est le premier problème que nous avons. Et sans oublier aussi que les villes commencent aussi à consommer les terres qui sont les bonnes terres. Vous voyez, Niamey, aujourd'hui, partout, quel que soit l'axe que tu prends, ça commence à aller très loin. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Et c'est des terres cultivables que ces villes-là sont en train aussi de prendre. L'autre élément, c'est la valorisation des produits. Alors, parfois, on a les produits sous les mains. Je te donne quelques exemples. Tu prends par exemple la tomate. Tu prends la tomate aujourd'hui ou dans quelques temps,
tu vas voir partout, tu as de la tomate. La production des cultures de contre-saison fait partie des axes prioritaires de l'initiative 3N des autorités de la 7e République. Mais selon le président de la plateforme paysanne du Niger, ce secteur est abandonné à son propre sort. Il faut que le Haut Commissariat trouve les moyens véritablement d'être plus pratique. Parce que bon, j'imagine aujourd'hui, de la stratégie de développement rural en passant par donc l'initiative 3N, le Niger a accumulé beaucoup d'expertise. Tout ce qu'on doit écrire, j'estime bien que c'est dans les documents. Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller sur le terrain. Parce qu'on va beau écrire, on va beau crier, si le terrain ne parle pas, il va avoir des difficultés. L'un dans l'autre, les cultures de contre-saison sont indispensables pour notre société au vu des aléas climatiques qui rendent la production des cultures de contre-saison parfois médiocre. De ce fait, pour compenser les défis céréaliers, des moyens doivent être mis à la disposition des paysans. Et c'est ici que prend fin ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter, je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la H24 Dunia TV. Prochain rendez-vous avec la rédaction demain à 13h, Inch'Allah. Au revoir.